suis l'un des présidents de l'association Permaculture 44 et l'un de ses animateurs. L'association Permaculture 44, elle a pour but de faire connaître la permaculture sur la Loire-Atlantique et de rassembler les acteurs de la permaculture en Loire-Atlantique. Voilà. Ça fait quelques années que j'ai appris à connaître la permaculture et donc je me permets de partager un petit peu ce qu'est la permaculture. Alors la permaculture, on en entend pas mal parler en ce moment, il y en a qui en entendent parler au journal. Là, hier ou avant-hier, j'ai vu une publicité Fleury Michon qui citait la permaculture. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu, quand il s'agit de dire ce qu'est la permaculture. Alors j'ai rassemblé plusieurs définitions. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition arrêtée. Les personnes qui ont pensé la permaculture ont fait exprès. Ils ont leur définition à eux, mais ils nous laissent libres de créer nos propres définitions. Donc c'est assez intéressant en soi. Alors ça a été pensé par Bill Mollison et David Holmgren, un professeur et son élève, dans une université en Australie, plus précisément en Tasmanie. À la base, ça a été pensé pour la production agricole sur grande surface, parce que c'était le problème qui se posait, comment produire sur grande surface sans continuer à bousiller la terre. Alors ils ont donc pensé la permaculture, et au fur et à mesure qu'ils pensaient la permaculture, ils se sont aperçus qu'en fait les principes qui ressortaient de leur travail pouvaient être appliqués absolument partout, et notamment dans les principes qui sous-tendent la vie humaine sur Terre. Voilà. Alors donc notamment l'éducation, la santé, la gouvernance, la finance, l'habitat, les technologies et le soin à la terre. Autrement dit, la production agricole. Voilà. La définition la plus courte. Donc ça, c'est celle que j'aime bien. Donc la permaculture, c'est l'art et la manière de concevoir et d'entretenir des endroits où il fait bon vivre. Elle est courte, mais c'est du condensé, quoi. Chaque mot appelle à une petite discussion ou à un petit développement. On n'aura pas forcément le temps ce matin parce que ça va aller vite, mais bon, l'art, c'est notamment parce que il est question de créativité. Deux personnes pratiquant la permaculture sur un même endroit, évidemment, c'est pas possible de le faire en même temps, et ce sera plus le même endroit si on le fait séparément dans le temps, mais imaginons, deux personnes au même endroit ne feraient pas la même chose. Parce qu'il est question de créativité aussi, et de goût et de besoins personnels. Alors la définition de permaculture 44, là on s'est mis à 3 pour concevoir cette définition. Donc la permaculture est l'art de concevoir des écosystèmes durables, efficients et résilients, capables de répondre aux besoins humains dans leur globalité d'une méthodologie holistique et une philosophie éthique. Donc là j'ai envie de parler de l'efficience, parce qu'en permaculture ce qu'on cherche surtout c'est l'efficience. C'est-à-dire le rapport entre l'énergie qu'on met dans le système et l'énergie qu'on en ressort. Et non pas ce qu'on cherche dans les systèmes actuels, c'est-à-dire peu importe l'énergie qu'on met dans le système, on regarde combien on en ressort. Alors, si on regardait combien on met d'énergie, par exemple, les systèmes agricoles actuels, on met 8, 10, peut-être 12 unités énergie pour ressortir une unité énergie. C'est hallucinant. Heureusement que l'unité énergie pétrole n'est pas chère. Et que l'unité énergie céréales ou légumes, elle, est chère. Donc ça devient rentable. Mais en termes d'énergie et en termes d'efficience, c'est carrément c'est en dessous de zéro. La définition la plus agréable, j'ai copié-collé de Wikipédia, il me semble. Donc la permaculture était une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes s'inspirant de l'écologie naturelle et de la tradition. Elle n'est pas une méthode figée, mais un mode d'action qui prend en considération la biodiversité de chaque écosystème. Elle ambitionne une production agricole durable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature sauvage le plus de place possible. Donc effectivement, là, ça semble être réservé à l'agriculture. Et pourtant, ben non. On va voir ça au fur et à mesure du temps. J'ai envie de commenter l'écologie naturelle. L'écologie
dans la nature, rien ne vit seul. Il y a d'ailleurs un livre très intéressant qui vient de sortir qui s'appelle Jamais seul, qui montre que tous les êtres vivants en fait sont des symbioses. Nous sommes nous-mêmes des symbioses, nous sommes un écosystème. Nous abritons des bactéries, des virus, des protozoaires, tout un tas d'êtres vivants des toutes petites araignées. Évidemment, le nom m'échappe, les acariens. Sans les acariens, on aurait des épaisseurs de peau énormes. En fait, ils mangent notre peau morte constamment. Bon, sans les bactéries, on ne digérerait pas. Nous vivons vraiment avec elles et grâce à elles. Nous avons plus d'êtres vivants qui ne sont pas humains que de cellules humaines sur notre corps. Et la nature, c'est pareil, c'est vraiment une grande symbiose. La définition la plus belle, voilà. S'il n'y en a qu'une à retenir, c'est la toute première à l'écoute. La permaculture n'a pas d'autre dogme qu'il n'y a pas de dogme en permaculture. Elle intègre et utilise d'une manière particulière toutes les idées, les stratégies, les techniques, les pratiques et les savoirs de tous les peuples et de tous les temps, pourvu qu'ils soient pertinents, c'est-à-dire qu'ils fassent une grande différence en termes d'efficience, d'éthique et de soutenabilité. La permaculture prétend aussi être le chemin le plus court et le plus facile vers la vie heureuse, pérenne et diverse de la planète et de toutes et tous ses habitants. Par définition, s'il existait un chemin plus court et plus facile que la permaculture, alors ce serait la permaculture. Moi, je trouve ça assez intelligent de la part de la permaculture, même si on peut trouver que c'est une forme de rouerie. Dès que quelque chose est assez intelligent et va dans le sens de la permaculture, elle l'intègre. Alors qu'on pourrait dire, ça n'a pas été pensé au début, non, ça ne fait pas partie de la permaculture. Moi, je trouve intelligent d'intégrer tout ce qui est intelligent et nouveau. Par exemple, le savoir sur les mycorhizes. À l'époque de la création de la permaculture, on ne connaissait pas si bien que ça les mycorhizes. Enfin, c'était un savoir que certains scientifiques dans des labos bien pointus connaissaient. Je parle à des biologistes qui aussi on connaît. Mais dans le grand public et dans les autres spécialités, c'était pas connu. Et on va reparler des mycorhizes. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est l'alliance des plantes et des champignons. Alors des modèles. Bon, on va zapper ça, c'est un peu long. 3 principes éthiques. Prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager équitablement. Ça a l'air simple, mais en fait, au quotidien, c'est pas tous les jours facile, notamment dans notre société où, quand on va au magasin, on peut très vite acheter des produits qui prennent ni soin de l'humain, ni soin de la terre et qui, évidemment, ne participent pas à un partage équitable. Prendre soin de l'humain, alors là, c'est pareil, l'ordre, c'est chacun comme il veut. Moi, je mets, comme d'autres, prendre soin de l'humain en premier, parce que effectivement, si on prend pas soin de l'humain, après, pour prendre soin de la terre, c'est difficile. Donc, prendre soin de l'humain, ça commence aussi par soi-même. Dans la mesure où on prend soin de soi et qu'on ne nuit pas à autrui, on prend soin de l'humain. Nous faisons tous partie de l'humanité. Faire du bien à un humain, quel qu'il soit, c'est faire du bien à l'humanité, donc c'est faire du bien à tous les humains. Le premier humain qu'on croise tous les matins quand on se lève, c'est soi. Donc, prendre soin de soi, c'est quelque chose d'intéressant du point de vue du bien-être de tous les humains sur Terre. Prendre soin de la Terre, évidemment, si on n'a pas la Terre, on n'a pas l'humain. Nous sommes des enfants de la Terre, des enfants des étoiles. La Terre est enfant des étoiles aussi. Et nous sommes enfants des étoiles et de la Terre. Et à ce propos, oui, prendre soin de la terre, donc c'est aussi prendre soin de l'humanité. Quand je plante un arbre, moi je pense que je fais du bien à l'humanité dans son ensemble, je fais du bien partout sur Terre, je fais du bien jusque, par exemple, en Israël où il y a un conflit, on connaît, moi je pense que je fais du bien aux Israéliens et aux Palestiniens, et ça me fait plaisir. Je fais du bien aux Turcs, je fais du bien aux Kurdes, je fais du bien à tous les peuples, à tout le monde. Je fais du bien à des êtres humains qu'auparavant, j'aurais peut-être eu tendance à me condamner, vouer aux gémonies, tout ça. Non, maintenant, je fais du bien à tout le monde. Et ça me fait plaisir. Ça m'enlève ce besoin de juger, de savoir qui mérite ou pas. Notamment quand on épure l'atmosphère, on n'a pas le choix de qui va respirer l'air qu'on a dépollué.
Voilà. Partager équitablement, alors ça, il y a différentes versions. Moi, j'aime cette version courte. Il y en a qui disent créer l'abondance et partager les surplus. Moi, je préfère partager équitablement d'emblée. Parce qu'on partage ce qu'il y a. Pour moi, on ne partage pas seulement les surplus. S'il y a à manger que pour un et qu'on est deux, on mangera chacun à moitié. Je ne vais pas seulement partager les surplus. Et créer l'abondance, c'est bien. Ça fait partie, c'est l'un des principes techniques de la permaculture. Créer l'abondance, donc voilà. C'est peut-être toujours possible. C'est pourquoi je préfère partager équitablement directement. Alors, les principes techniques. Il y en a 12 qui sont vraiment très connus, reconnus et partagés mondialement. Il y en a un 13e que certaines personnes ont ajouté, je trouve très intéressant. Si c'est pas fun, c'est pas durable. Ça parle de soi-même, c'est-à-dire si quelque chose nous embête, finalement au bout d'un moment on va pas le faire, même si ça n'embête que le voisin en fait. Si ça embête le voisin, il va nous embêter par rapport à ça, et ça va nous revenir. C'est un peu compris dans les autres principes. Le premier principe, observer avant d'interagir. Souvent il est noté observer et interagir, mais il semblerait que ça pourrait être compris simultanément. Alors non, on observe avant d'interagir. On observe, on regarde. Et il y avait quelque chose que j'avais envie de placer, je me disais où et quand est-ce que je vais pouvoir le placer? C'est les plantes bio-indicatrices. Et donc je me suis dit, voilà, c'est dans l'observation. Quand on arrive sur un terrain, il y a déjà des plantes qui poussent en règle générale. Ces plantes-là, elles sont venues naturellement. Plutôt, elles ont poussé naturellement. Les graines, il y a beaucoup de graines de beaucoup de plantes. Il y a des centaines de milliers de graines dans le sol. Et seulement certaines vont lever. Elles lèvent à cause de molécules qu'on va trouver dans le sol. Ces molécules, elles peuvent être la cause de tout un tas de choses, notamment les propriétés du sol, sa structure, sa porosité. Ça peut être à cause d'animaux qui viennent là, qui vont par exemple uriner, de préférence ici, il va y avoir beaucoup d'azote, donc certaines plantes vont pousser en particulier. Les plantes qui poussent sur un sol nous disent ce qu'il y a dans le sol, c'est-à-dire que l'invisible est connaissable à travers le visible. Parfois on a un bouton qui pousse, un truc, on dit qu'on somatise. L'invisible passe dans le visible. Donc il y a des plantes qui vont nous dire que le sol est tassé, il y a des plantes qui vont nous dire qu'il y a beaucoup d'azote, il y a des plantes qui vont nous dire que c'est un manque d'oxygène, notamment le liseron. Le liseron, c'est sol tassé, manque d'oxygène. On appelle ça l'anaérobiose. Anaérobiose, manque d'air dans le sol. Bon, il y a d'autres principes, on va avancer. Collecter et stocker l'énergie, notamment solaire. Le soleil nous fournit de l'énergie. On dit qu'elle est renouvelable, mais en fait, elle ne l'est pas. Sauf que sur une vie humaine, on ne verra jamais l'épuisement de la vie du soleil. Espérons que dans une vie de l'humanité, on verra. Parce que là, on est parti dans un chemin où peut-être qu'on ne verra même pas le soleil s'épuiser. Stocker l'énergie solaire, donc les plantes les transforment en carbone. Elles stockent ce carbone dans le sol. Ce carbone va nourrir d'autres vies qui vont le consommer, donc uriner, déféquer, avoir des exudats. Moi j'appelle tout ça des offrandes. En fait ces exudats, ces déjections vont nourrir les plantes ensuite. C'est pas un bout de bois qui va nourrir la plante, c'est la déjection de l'animal qui mange le bout de bois qui va nourrir la plante. Dans un sol, on peut monter jusqu'à 20% en carbone. Aujourd'hui, une prairie naturelle, elle va jusqu'à 5% en carbone. Les champs actuels, ils descendent en dessous de 1%. Les champs bien remués. On imagine au cul du tracteur le pot d'échappement. Évidemment, il y a du carbone qui sort par là. Mais c'est rien à côté de ce qui s'échappe du sol, fraîchement retourné. C'est rien du tout. C'est un puits de carbone à l'envers. C'est une source de carbone. Ça éjecte du carbone en masse. On pourrait stocker le carbone dans le sol et en plus ça rend nos sols plus fertiles. Ça leur donne une bonne structure. L'humus, c'est une chaîne carbonée très difficile à détruire. En fait, c'est la dernière que le sol va détruire s'il n'a rien d'autre de plus facile à détruire. Et c'est aussi la dernière qui va construire
après avoir consommé ce dont les plantes et ce dont le sol a besoin dans l'instant. On met beaucoup de carbone, le sol va commencer à consommer. Ce qu'il ne peut pas consommer dans l'instant, on va le transformer en humus. C'est de la réserve longue, c'est notre congélateur en fait, pour le sol. Quand il a fini tout ce qui est facilement consommable, il va s'attaquer à l'humus. Créer une production. Bon bah ça c'est sûr que si on n'arrive pas à produire, on risque de mourir, et en fait les éthiques, les principes, tout ça, ça ne regarde plus. Donc créer une production, c'est vraiment important. Et puis aussi en termes de la permaculture, souvent la question c'est oui, mais attends, c'est super les principes, mais surtout les éthiques là, vraiment, c'est une belle promesse, mais est-ce que ça produit? Est-ce qu'on peut nourrir beaucoup de monde avec ça? Oui, beaucoup, mais on va sans doute y venir. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Deux bons petits mots. Alors, l'autorégulation, en fait, c'est simple, c'est apprendre à ne rien faire. C'est super. La sagesse populaire nous dit qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de bêtises. Donc, mathématiquement, scientifiquement, si on ne fait rien, on est sûr, absolument sûr de ne pas faire de bêtises. Alors que si on fait quelque chose, on a quand même des chances. L'autorégulation, c'est par exemple voir qu'on a une attaque de pucerons, ne rien faire, et voir que des coccinelles arrivent. Alors que si on avait tué les pucerons rapidement, eh bien on aurait tué la nourriture des coccinelles. Alors effectivement, nous, dans l'état dans lequel on a commencé à mettre le biotope, les coccinelles peuvent se tarder à venir. Alors on peut peut-être éventuellement faire 2-3 choses, mais le truc à savoir, c'est aussi que les pucerons vont s'attaquer à nos plantes malades, déjà. Alors on peut s'arranger pour avoir les plantes les moins malades possibles. On peut mettre des plantes qui vont attirer les pucerons à elles, telles que la capucine. On peut faire en sorte d'avoir beaucoup de plantes que le puceron aime. Parce qu'il n'y a pas que la coccinelle qui mange le puceron. Mais les prédateurs du puceron, ils ne s'installent pas dans un jardin où il y a du puceron qu'une fois par an sur 2 mois. Enfin, le reste du temps, ils vont mourir de faim. C'est ce qui se passe. Il y a une étude comme ça, si vous tapez sur YouTube « Gestion holistique des pucerons », c'est Hervé Covès qui a fait cette expérience sur un terrain, il cultivait des framboisiers. Ils cultivaient des framboisiers pour récupérer des framboises. Ils avaient régulièrement, à la période du puceron du framboisier, parce qu'il y a différents pucerons, une attaque de pucerons sur les framboisiers. Dans la même région, il y a des framboisiers qui ne subissaient pas cette attaque. En tout cas, elle était très bien régulée. Donc ils sont allés voir cet endroit, et ils ont trouvé tout un tas d'autres plantes autour du framboisier, notamment le sureau. Le sureau, c'est la première plante qui subit des attaques de pucerons. Notamment des sureaux, et tout un tas d'autres plantes. Alors ils se sont dit, les autres plantes confèrent des propriétés au sol, qui confèrent des propriétés à la plante, et ainsi elles résistent aux pucerons. Ils se sont aperçus que non. En fait, chacune des plantes autour, beaucoup parmi elles, avaient leurs pucerons spécialisés. Résultat, le prédateur du puceron, qui trouvait des pucerons toute l'année, il était bien installé sur le terrain. Et donc il régulait, comme un loup régule le lapin. Il y a toujours du lapin. Le lapin régule l'herbe, il y a toujours de l'herbe. Mais c'est régulé. Si un jour il y a beaucoup d'herbe, il y aura beaucoup de lapins. S'il y a beaucoup de lapins, il y aura beaucoup de renards. Tout ça se régule. Nous perdons beaucoup d'énergie et nous assurons beaucoup de déboires et de désillusions en essayant de contrôler les choses. La nature, elle a quasiment tout prévu où les choses arriveront. Elle a 3 milliards d'années d'expérience, la vie sur Terre. Nous, très peu en fait. Et ce besoin de contrôler, abîme les choses. Et accepter les rétroactions, donc c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on risque d'avoir ce qu'on appelle une rétroaction. On laisse un sol nu, on va avoir tout de suite des plantes qui vont arriver. Et évidemment, elles vont plaisantes.
mais ce sont celles qui vont faire le plus de bien au sol le plus rapidement possible. Chaque plante a une fonction, chaque être sur Terre a une ou des fonctions même. Parce que c'est un des principes de la permaculture, que chaque élément ait plusieurs fonctions et que chaque fonction essentielle soit assurée par plusieurs éléments. Donc dans la nature, chaque fonction essentielle est assurée par plusieurs éléments. Et chaque élément assure plusieurs fonctions. Par exemple, l'ortie, c'est vraiment un cas typique. Ça a plusieurs fonctions. C'est une plante médicinale, une plante nourricière. On peut faire du tissu avec. On peut faire du cordage. Ça, c'était pour la rétroaction. Quel autre type de rétroaction? Oui, ben voilà, si on s'assure qu'il y ait le moins de prédateurs possible de nos plantes au jardin, qu'il y ait le moins de maladies possible de nos plantes au jardin, le jardin sera de moins en moins résilient et il sera incapable de résister à la moindre attaque qui percerait nos défenses. Or, nos défenses, elles ne peuvent pas être totales. Donc, une des solutions, c'est d'accueillir vraiment que ce soit les prédateurs ou les maladies. Ne pas produire de déchets. Enfin, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est recyclé en permanence. En fait, un déchet, c'est une ressource qu'on n'utilise pas. Et une pollution, c'est un excès de ressources qu'on n'utilise pas. Alors c'est, pour nous, s'il y a des produits ou des choses qu'on n'a pas les moyens de réutiliser, dont les sous-produits, ou dont on ne peut pas utiliser les sous-produits, on va éviter de l'utiliser. Par exemple, une bâche plastique, quand on a fini de l'utiliser ou qu'elle s'est finalement dégradée en film, en petits morceaux de film, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette. Donc on va essayer de trouver d'autres solutions. Partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Parce que, par exemple, les éthiques, prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, partager équitablement, c'est un beau principe. On se dit, ça c'est intéressant, je vais faire ça dans mon association, je vais faire ça dans mon entreprise, je vais faire ça dans ma vie. Et c'est comme un grand titre. Mais après, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment positif, je pense, c'est d'aller vers le détail. Dans chaque petit détail, comment prendre soin de l'humain, comment prendre soin de la terre, comment partager équitablement. C'est possible. Notamment, par exemple, prendre soin de l'humain, ça va se décliner avec des choses comme la communication non violente, comme les accords Toltec, comme la sociocratie, l'holacratie. La communication non violente et les accords Toltec, ça semble être quelque chose à appliquer en communication quand on parle avec quelqu'un ou quand on parle avec un groupe. Mais ça s'applique d'abord à soi-même, seul. Je ne sais pas si certaines personnes ont déjà entendu parler de communication non violente, d'accords Toltec. Oui. Ok. Voilà. S'il y a des questions après, on va passer à partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Ça me permet de citer le mot fractal. C'est un mot très intéressant, surtout ce qui recouvre toutes les fractales dans l'univers. Donc c'est intéressant de s'en apercevoir et de savoir, de se dire, là quand je fais ça, dans quel fractal je suis? Il y a des fractales immatériels. Bon, je n'ai pas le temps, il y a tout un partage là-dessus que je pourrais faire, mais ce sera pour une autre fois. C'est intéressant de savoir, par exemple, l'amour est une fractale. La haine aussi, mais donc justement, dans quel fractal je suis quand je dis ceci, quand je fais cela. Intégrer plutôt que séparer, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, accueillir les maladies, accueillir les prédateurs de nos plantes. On sait qu'un enfant, il fait son immunité en marchant à quatre pattes et en mettant les mains à sa bouche. Il y a une étude qui a démontré que les enfants d'Amish, ou en tout cas ces communautés-là qui vivent sans voiture, et les enfants d'Amish étaient beaucoup moins asthmatiques que les enfants des villes. Ah, ils ont raison. On cherche à savoir pourquoi ils sont plus rustiques, c'est pour ça. Eh bien, en fait, non, c'est parce qu'en allant à l'étable régulièrement, ils respirent régulièrement des poussières de l'étable. Et donc, dès les plus bas âges, leur corps se construit de manière à pouvoir faire face à ça.
Alors que nos enfants sont un petit peu trop choyés, un petit peu dans des univers aseptisés et construisent pas leur immunité. En plus, en aseptisant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les êtres qui peuvent résister à ça. Un antibiotique, il ne tue pas toutes les bactéries. Il laisse en vie les bactéries qui peuvent lui résister. Et si une fois sur 100 ou une fois sur 1000, c'est une bactérie qui est pathogène, eh ben, ça s'appelle une maladie nosocomiale. En fait, les hôpitaux sont des usines à maladies nosocomiales. Ça vient que de là-bas, ça n'existe pas dans la nature. Donc intégrer plutôt que séparer. Même les prédateurs, tout à l'heure je vous ai dit, donc ils vont attirer. Alors c'est pas facile la première année. Parce que le temps que des prédateurs de nos plantes comprennent que là il y a à manger, il faut d'abord que les prédateurs de nos plantes s'installent. Donc la première année c'est pas facile. Moi j'avoue que j'ai fait un petit jardin à 30 mous et Simeon va y dormir. J'ai un petit jardin à 30 mous, la première année, je commençais à installer des planches de culture. Et il y a un voisin, je vois, qui est en train de zigouiller un arbre. Et donc, pour moi, c'est de la matière pour le jardin là, que je vois. Et c'est peut-être carrément éteint. Elle était sur batterie. Avez-vous le chargeur? C'est carrément éteint. Donc moi j'ai dit je veux bien tout ce que tu es en train tout ce que tu vas jeter. Elle me dit mais attention, l'arbre il est infesté de pucerons. Pas de problème, ça c'est. Moi je suis en permaculture, c'est génial, je veux des pucerons. Alors elle me ramène toute sa malle, et ça sur une belle surface. Je plante des tomates, content. Et le lendemain, je viens, mes tomates étaient vertes de pucerons. Waouh, moi aussi j'étais un peu vert. Ah là là, donc ce que j'ai fait, j'ai couru à Leroy Merlin, j'ai acheté du purin d'ortie en poudre, j'ai fait un bel arrosoir de purin d'ortie, j'ai arrosé, j'ai pulvérisé. J'étais rassuré. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que juste à la fin, que j'ai fini d'avoir pulvérisé tout ça, j'ai eu une coccinelle sur un des pieds de tomate. Alors, je ne saurais jamais ce qui se serait passé si je n'avais pas pulvérisé. Peut-être qu'elle ne serait pas arrivée, j'en sais rien, mais le fait est que j'ai vu la coccinelle juste après, histoire de passer un petit message, quoi. Utiliser les solutions à petite échelle avec patience. Voilà, en permaculture, on essaie de faire les choses petit à petit. Ça a à voir aussi avec une vision en 4D, quand le design est au cœur de la permaculture, donc on va designer un beau lieu avec des choses énormes, mais pas forcément réalisables tout de suite. Alors on va éviter de faire un crédit, et on va commencer petit à petit, on va mettre en place ce qu'on peut mettre en place cette année. Un permaculteur, il voit en 4 dimensions. Il voit aussi dans le temps. Quand il voit une petite plante, s'il sait que c'est un arbre, il sait que dans quelques années, ça va être comme ça. Donc il fait les choses en fonction d'eux, c'est-à-dire il ne doit pas mettre exactement la même à juste 2 mètres de lui, parce qu'il va y avoir des soucis. S'il veut mettre la même plante, d'ailleurs il va l'intercaler avec des plantes qui ne sont pas exactement les mêmes. On évite de mettre des plantes côte à côte qui soient exactement les mêmes, qui ont les mêmes fonctions et qui subissent aussi les mêmes attaques. Une des façons de moins subir les attaques des plantes qui sont attaquées par les pucerons, c'est d'intercaler d'autres plantes et notamment des aromatiques pour perdre l'odorat des animaux qui viennent attaquer les plantes. Donc, utiliser des solutions lentes et à petite échelle. Utiliser et valoriser la diversité, donc là, je viens d'en parler un petit peu. Quand par exemple on veut faire des tomates, on ne va pas prendre qu'une seule sorte de tomate. On prend différentes sortes de tomates, on peut avoir des tomates en plus, il y en a des tomates qui sont précoces, il y en a qui sont tardives, il y en a qui sont moyennes. Donc déjà, si on a la diversité de ça, on a des tomates dès très tôt jusqu'à très tard. On a
aussi des plantes qui vont résister plus ou moins aux animaux, d'autres plus ou moins au gel, d'autres plus ou moins à la sécheresse. Si on varie tout ça, on est à peu près assuré d'avoir au moins un pied de tomate qui résiste à toutes les conditions qu'on peut avoir. Pareil pour toutes les autres plantes. On valorise la diversité pour s'assurer une récolte. Et en plus, même au sein des plantes, on va valoriser la diversité. C'est-à-dire que là, dans le petit bouquin, j'ai vu, il parlait des rotations. Ne pas mettre des plantes de la même famille d'une année sur l'autre au même endroit. On peut le faire. Mais ce qui est assez important dans ce cas-là, c'est de mettre plusieurs plantes de plusieurs mêmes familles au même endroit. On va mélanger les fabacées, les solanacées, les légumineuses, les fabacées, je viens de le dire, les chénopodiacées, qui sont devenus les amarantacées. Alors c'est assez embêtant parce qu'ils ont changé les noms des plantes. Les légumineuses sont devenues les fabacées, les chénopodiacées sont devenues les amarantacées, et il y en a encore une autre, je ne me rappelle plus. Donc à chaque fois, il faut citer les deux parce qu'il y en a qui... C'est quoi là les filles? Bon. Des nouvelles découvertes aussi, parce que par exemple les amarantacées, ils ont pris les chénopodiacées et ils ont ajouté les amarantes. Oui, ils ont trouvé des nouvelles similitudes. Et puis en ce qui concerne les fabacées, je crois que c'est parce que à l'international c'est plus facile que les légumineuses. Les légumineuses ça ne part, et encore que quand la première fois on entend légumineuses, on se dit bah oui, les légumes. Non. D'ailleurs il y a des arbres légumineuses, enfin fabacées. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure. Alors c'est dans les haies, c'est dans les lisières des forêts que les choses intéressantes se passent au niveau de la nature. Même au niveau culturel, par exemple, c'est aux frontières qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, parce que là, deux cultures se rencontrent. Et donc il y a des échanges, il y a de la créativité à ces endroits-là. Ça ne veut pas dire que c'est totalement nul au milieu du pays, mais aux frontières, il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. Nos villes, d'ailleurs, sont quasiment des frontières, à côté de frontières, à côté de frontières. D'ailleurs, maintenant, on essaye de faire des quartiers où on mélange les populations. C'est intéressant, c'est comme, ça revient à favoriser les bordures. Quand on a un voisin qui n'est pas du même niveau que nous, on peut faire des échanges avec. Au lieu de mettre des personnes dans des parcs à riches, parcs à pauvres, parcs à ce qu'on veut. Donc là, c'est pareil au jardin, on va tenter de valoriser les bordures. Je reviens souvent au jardin, c'est un petit peu le piège de la permaculture, mais ça s'applique partout, à l'école, dans la santé, en gouvernance, en finance, en technologie. Donc au jardin, par exemple, l'exemple typique, c'est la mare. Quand on va faire une mare, on va essayer de ne pas lui donner une belle forme ronde ou même ovoïde, on va lui donner une forme de fleur. Et pour la même surface, on va avoir des bordures complètement, bien plus de bordures. Ça revient au mot fractal aussi. C'est avec des fractales, on peut multiplier la surface d'échange tout en gardant la même surface. Ben, nos poumons, nos intestins, notre système sanguin, tout ça c'est fractal. Et si on déployait nos poumons par terre, c'est énorme. Pourtant, ça ne tient que là. Les intestins, c'est pareil. Utiliser le changement et réagir de manière créative. Bon, bah, sinon, des sentiments tristes et qui nous font... c'est de la peine qu'on risque d'avoir si on fait résistance au changement. Le changement, il arrive. C'est l'impermanence, c'est systématique. Les choses vont changer. Cette plante qu'on aimait, elle va arriver en fin de sa vie. Cette plante qu'on n'aime pas trop, elle arrive. Ce truc dont on ne sait pas quoi faire, il vient d'apparaître. Par exemple, un arbre apparaît chez Stéphane Soutkowiak au Québec. Bon, il ne sait pas à quoi cet arbre peut servir, il le laisse pousser. Cet arbre commence à fructifier, il goûte les fruits, c'est immangeable. Les oiseaux arrivent et adorent ces fruits. Ils les aiment plus que les cerises.
Ça y est, l'arbre a trouvé une fonction, il attire les oiseaux. À lui, comme ça, il laisse les cerises en paix. Souvent, il y a un proverbe chino-japonais qui dit une mauvaise herbe, c'est juste une plante dont on n'a pas trouvé l'utilité. Beaucoup des plantes qu'on appelle mauvaises sont des plantes médicinales ou même nourricières. L'amarante, justement, l'amarante des jardins, c'est une plante très nourricière, contient beaucoup de protéines, entre autres. Le chénopode blanc, c'était une plante qu'on cultivait même, jusqu'à temps qu'on importe l'épinard d'Iran. Voilà. Donc ça c'est pour les principes, ça peut être encore plus développé. Et puis rappelez-vous, si c'est pas fun, c'est pas durable. Le design. Alors pour faire du design en permaculture, c'est-à-dire qu'on prépense les choses avant de les faire quand même. On va essayer de faire consciemment peut-être même ce qu'on aurait fait si on avait accès à notre inconscient très facilement. L'inconscient, c'est vraiment quelque chose qui, lui, ne se trompe pas. Quand il nous dit tu devrais faire ça, et qu'on l'ignore, 2 heures après, j'aurais dû faire ce petit truc-là qui m'est passé par la tête. Je savais que j'aurais dû. Donc, pour designer, on va d'abord observer, et puis il y a des outils. Il y a l'intelligence collective, c'est-à-dire que quand une famille s'installe à un endroit, il y a une telle personne qui a plus envie que les autres de s'occuper du terrain. Néanmoins, je pense qu'il a intérêt d'écouter son conjoint ou sa conjointe, d'écouter ses enfants, d'écouter les parents. Tout ça, ce sont des points de vue que lui ne pourra jamais avoir. Il ou elle pourra penser les choses en se disant « Mon enfant, qu'est-ce qu'il veut? Mon conjoint, ma conjointe, qu'est-ce qu'il veut ?» Et les grands-parents, quand ils viennent, toujours, ils risquent d'avoir la petite réflexion « On n'a pas pensé à ça. » Alors s'ils questionnent les enfants, les conjoints, les parents, il va les avoir, les idées. Après, à lui ou à eux-mêmes ensemble, de dire tu veux une tour Eiffel dans le jardin? Non, ça va pas être possible. Faire un Disneyland non plus. Enfin, voilà, mais l'enfant se rend compte si on le lui dit. Sinon, il va garder ça en lui, et puis il va trouver que finalement, ça manque quand même un Disneyland. Si jamais il a l'occasion de le proposer et qu'on lui expose et qu'il comprenne par lui-même que c'est pas possible. Donc, on peut se réunir pour penser les choses. Il y a quelque chose qui s'appelle Obredim et qui a des variantes. Donc Obredim, c'est observation, bordure, ressources, évaluation, design, implantation et maintenance. Pareil, ça mérite un petit temps de développement, mais on va faire assez vite. Moi, j'aime bien Borbredim. Borbredim, ça part des besoins. On liste nos besoins, dont ceux des enfants, des grands-parents. Besoin. Observation, rêve. Là, on ne se limite pas. On dit, voilà, si par exemple l'enfant a envie de noter Disneyland, il note Disneyland, oui. Après, la réalité nous rattrapera. Mais quand on rêve, on ne se limite pas. Parce qu'il se peut qu'on se dise, un Disneyland, c'est pas possible. Mais on va peut-être pouvoir faire 2-3 choses que tu retrouverais à Disneyland si on y allait. On reste réaliste après. Mais le rêve, il va nous donner des pistes. Et puis c'est intéressant de ne pas se limiter pendant quelques temps et de ne pas entendre dire « Ah non, c'est pas possible. » Franchement. Donc, hop, l'échelle des permanences. L'échelle des permanences a été mise au point par Percival Lehman, qui est l'un des précurseurs de la permaculture. Il nous invite à penser les choses en termes de est-ce que c'est facile à changer ou pas. Donc pensez en premier les choses qui sont difficiles à changer et en dernier les choses les plus faciles à changer. Donc la chose la plus difficile à changer, c'est le climat, dont le climat mental. Et la chose la plus facile à changer, c'est le sol. Je participais à un stage avec une autre personne qui a rajouté 2 choses. Parce que lui, il pense vraiment en termes d'exploitation.
C'est un mot que j'aime pas beaucoup, moi je préfère parler de gestion ou de valorisation. Et il rajoute le marketing et l'énergie en dernier, après le sol. Le marketing et l'énergie. Donc l'énergie, c'est aussi encore plus facile à changer que le sol. Et le marketing, donc pour ceux qui veulent s'installer, faire de la permaculture, du maraîchage ou sur grande surface, le marketing est à penser. Je pense que même ne pas faire de marketing, c'est une forme de marketing. Comme il y a par exemple une marque qui s'appelle No Name. Donc, elle market le fait qu'elle n'a pas de nom. Les plans. Les plans, donc on va utiliser différents plans, on va utiliser le chemin que parcourent les énergies sur le terrain, le chemin sur différentes cartes, les chemins que parcourt l'eau, les vents dominants. Si on a déjà les chemins faits par les humains, les bâtiments, en fait, on va avoir tout un tas de cartes qu'on va pouvoir superposer les unes sur les autres pour penser notre design, et notre design va être le dernier calque. L'analyse fonctionnelle. Alors, je disais tout à l'heure, chaque élément a plusieurs fonctions, et chaque fonction essentielle est assurée par plusieurs éléments. Donc, on va voir pour chaque élément qu'est-ce qu'il produit et de quoi il a besoin. Et l'exemple typique, c'est le poulailler, c'est vraiment emblématique. Donc le poulailler et les poules vont avoir besoin de soins quotidiens. Une poule a besoin d'autres poules. Besoin de nourriture. Besoin de quoi d'autre? Alors d'eau fraîche, tous les jours. Tout ça, c'est à faire et à compléter à chaque fois. Qu'est-ce que vont produire les poules et le poulailler? Des plumes, des œufs, de la viande, des déjections. S'il y a de la paille par terre, ça fait directement le fumier. Donc on va voir, on fait ça pour tous les éléments de notre système. Et on va voir comment on va pouvoir rejoindre les besoins des uns avec les productions des autres. Par exemple, le potager, lui, il va avoir besoin de fertilisation. Donc une production du poulailler rejoint le potager. Le potager, il va produire entre autres, comme il n'y a pas de déchets, il va produire ce qu'on appelle des déchets, en règle générale, des déchets végétaux. Ils peuvent aller nourrir le poulailler. Donc là, on a une petite boucle. Mais on va faire ça pour tous nos éléments. Le verger va produire sans doute des fruits pourris. Voilà, on va carrément déplacer le poulailler dans le verger. C'est intéressant parce que là, les poules vont en plus nous donner une production qui est de briser le cycle de reproduction des vers des fruits. Parce que les vers sont dans les fruits. Les fruits, ils vivent une partie de la vie sous terre. Les poules, elles arrivent, elles mangent les vers. Et donc, s'il y en a qui arrivent l'année d'après, ils viendront d'ailleurs, ce seront les quelques petits vers qui auront réussi à survivre au ravage des poules. Les poules, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. On peut faire du pâturage tournant si on veut avoir des grands animaux et faire passer les poules en dernier. Elles brisent, elles mangent tout. Donc tous les vers et tout ce qui va vivre dans les déjections de nos animaux et qui risque de les infecter l'année d'après, les poules mangent ça. Dans nos pâturages actuels, les poules reviennent, les vaches, les moutons, les chèvres reviennent sur leur déjection année après année. Évidemment, il faut les traiter. En plus, c'est pas... ce qu'il y a, c'est qu'on fait un petit peu d'anthropomorphisme avec les animaux. Si on regarde les animaux végétariens dans la nature, ils vivent en groupe et serrés. Alors que nous, on a tendance à vouloir dire, il leur faut bien une certaine surface pour leur confort. Ça, c'est nous. Eux vivent serrés, ils se déplacent vite, ils mangent vite et ils repartent. Donc on peut faire des pâturages comme ça. Ça, c'est la gestion holistique des pâturages. Et donc, mais par contre, du point de vue de la législation, on est un petit peu embêté parce que la législation demande une certaine surface par animal. Alors si on fait des pâturages tournants, on respecte plus la nature de l'animal, mais la législation va nous embêter. Le zonage. Alors le zonage, c'est assez simple. On va mettre
admettons qu'ici c'est la maison et qu'on a 2 hectares, donc il va y avoir plusieurs types de production, du verger, on va peut-être même faire un petit peu de céréales. On va notamment avoir un poulailler, enfin un poulailler si on veut, et un potager. On va mettre près de la maison ce qu'on va voir tous les jours, donc dans le poulailler et le potager, ou au moins les aromatiques. On va mettre un petit peu plus loin ce qu'on va voir un peu moins souvent, et encore plus loin, par exemple le verger, et encore plus loin les céréales si on en a, ou des élevages de grande surface si on en a. Et puis on va mettre encore plus loin une zone qu'on appelle la zone 5, une zone qu'on ne touche pas, on laisse la nature faire. En fait c'est notre professeur. Si on y va quelquefois, c'est pour voir comment ça se passe dans la nature, quand on ne touche pas. Parce qu'observer comment ça se passe sur des zones que nous, on perturbe en fait, même malgré toute notre bonne volonté, toute notre bienveillance à l'égard de la nature, toutes celles qu'on peut avoir, on perturbe. Donc tout ce qu'on va pouvoir observer, c'est la nature perturbée. Donc il y a un endroit qu'on ne perturbe pas. Et en plus de cet endroit-là, vont venir des solutions par rapport aux perturbations que nous nous créons. Notamment les limaces et les escargots. Moi j'aime bien dire celui-là, mais en fait c'est pareil, la gestion holistique des limaces sur YouTube, et il est très 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 intéressant. Les limaces et les escargots ont une fonction. Soit on les laisse remplir la fonction, soit on se bataille toute notre vie contre eux. Je crois qu'il n'y a aucun jardinier qui a survécu à ces limaces et escargots. Et en plus, à chaque fois qu'on en voit une, c'est un petit coup au cœur, un petit coup à l'estomac, un cancer, tout ça. Donc on les accueille. On va accueillir aussi un autre élément, le champignon qui remplit la même fonction et qui donc va faire concurrence et qui en plus mange les œufs d'escargot et de limaces. Donc c'est le champignon. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on a des techniques culturelles qui massacrent totalement les champignons. Les patterns. Dans la nature, on va retrouver souvent, pour certains problèmes, des solutions. Eh bien, on appelle ça des patterns, on les retrouve vraiment régulièrement. Il y a le problème de... je peux pas remonter là, c'est juste un mot. Voilà. Il y a le problème de collecter l'énergie, ou de ramener l'eau des hauteurs des montagnes jusqu'à la mer. Là, on a un pattern qui s'appelle ramification. On voit tous les petits ruisseaux rejoindre des plus grands ruisseaux, rejoindre des plus grands ruisseaux, rejoindre le fleuve. Là, on va voir un autre pattern, c'est le S. Quand le fleuve est dans la vallée, il fait des S. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'eau, quand elle coule, à moins qu'elle ait vraiment un très gros débit, mais en règle générale, elle a tendance à faire des S sur les fenêtres. C'est un pattern de l'eau. Le S, ça lui permet, pour une même distance parcourue en global, d'avoir plus d'échanges avec le milieu. Cette ramification-là, on la voit partout, on la voit d'ailleurs dans notre système sanguin, on la voit dans les arbres, ce sont des ramifications, on la voit dans les racines, ce sont des ramifications. Parfois le fleuve se termine par un delta, c'est une ramification. En fait, c'est vraiment, ça permet de collecter et de distribuer l'énergie. Donc on peut avoir une ramification pour collecter l'eau, une ramification pour la distribuer sur notre terrain. La nature a déjà prévu des tas de solutions pour des tas de problèmes réels. Je veux dire, nous on a aussi beaucoup de problèmes. La nature n'a pas trouvé de solution, mais est-ce qu'ils sont vraiment des problèmes réels? La vision en 4 dimensions, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on voit dans le temps, on voit ce que les choses vont devenir, on pense à long terme. Être permaculteur. Être permaculteur, c'est être sur un chemin. Je veux dire, si on me demande si je suis permaculteur, je vais dire oui. Si on me demande permaculteur accompli, je vais dire non, je suis sur le chemin. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, je pense que si un jour je devais être un permaculteur accompli, peut-être que j'aurais plus rien à faire ici, quelque part. Je suis sur le chemin, quand on arrive au bout du chemin, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, être un permaculteur, c'est être sur un chemin, c'est tenir compte autant de ce que l'on
autant que l'on peut des principes éthiques et techniques de la permaculture dans tous les aspects de notre vie. Personne n'est parfait. Chacun son point de départ, ses chemins et son pas. Son chemin et son pas. Voilà, personne n'est parfait, c'est une des choses aussi que j'ai compris dans la permaculture. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Je ne juge plus grâce à ça, et je ne me juge plus, et ça enlève un poids. Là, c'est un problème qui n'est pas vraiment réel. Donc, la permaculture et l'éducation, voilà. Il y a des méthodes qui peuvent être dites permaculturelles, la pédagogie Freinet, la pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner. Donc, ce sont des méthodes qui tiennent compte notamment des rythmes de l'enfant. Je faisais référence à ça hier avec une personne. Le fait de réveiller nos enfants en ne tenant compte que de l'heure d'embauche, du temps de transport, du temps pour se préparer, sans tenir compte de ces rythmes, c'est bien souvent avoir un enfant très difficile à réveiller. Et on va dire, lui, il est difficile à réveiller, oui, mais peut-être qu'on est dans son rythme, et pas entre deux rythmes. Ça dure 2 heures, donc toutes les 2 heures, il y a un moment vraiment particulier où c'est un réveil, ça le fait. Si on est à l'intérieur du rythme, ça peut être difficile, voire très difficile, selon les moments du rythme dans lequel on est. La permaculture et la santé, donc on va privilégier les méthodes de santé les moins invasives, les moins dures. On va privilégier une solution lente et à petite échelle. L'aromathérapie, la phytothérapie d'abord d'ailleurs, phytothérapie, aromathérapie, naturopathie, médecine holistique en général. S'il le faut, on va jusqu'à l'antibiotique. L'antibiotique, il a sa raison d'être et il peut vraiment sauver des mises. Le problème, c'est qu'on a tellement utilisé qu'il est devenu quasiment un problème. Enfin, je dis quasiment, c'est pour pas être extrémisme. Permaculture et gouvernance. Alors voilà, j'en ai parlé un petit peu. La sociocratie, l'holacratie sont des méthodes de gouvernance qui ont tendance à réconcilier le groupe et l'individu. Dans le sens où on vit dans des sociétés où c'est soit le groupe, soit l'individu qui domine. Et l'autre n'a rien à faire, n'a rien à dire. Les individus se replient sur eux-mêmes et ne tiennent plus compte du groupe dans la vie privée. Et dans le travail, c'est l'individu qui doit se nier et s'oublier. La sociocratie, elle pense que elle a pour but de réconcilier les deux. Alors c'est un fonctionnement par cercle. Il peut y avoir une hiérarchie, mais pas à l'intérieur des cercles. Il y a une hiérarchie entre les cercles. Il peut y avoir un cercle de gouvernance. Ça peut s'appliquer à une entreprise, donc ceux qui dirigent en cercle. Au sein du cercle, il n'y a pas de personne qui vaut plus qu'une autre. Il y a un double lien, par contre, entre les cercles du haut et les cercles du bas. C'est-à-dire qu'il y a un lien descendant, il y a quelqu'un qui fait descendre les décisions, et il y a un lien montant. Quelqu'un remonte les observations. Dans nos sociétés actuelles, il y a un lien qui est censé faire descendre les instructions et remonter les observations. Mais quand il est au sein du cercle, de son groupe de gouvernance, qui n'est pas forcément en cercle d'ailleurs, on lui dit « Tout va bien dans ton groupe ?» Alors oui, tout va bien. Il ne va jamais faire remonter les observations, c'est une question de fierté aussi en plus. Et de risque de sa place. Alors que là, quand on a le double lien, la personne qui n'a que pour fonction de faire remonter les observations, elle est là pour ça. Faire remonter les observations, et ça n'implique pas la personne qui est là pour faire descendre les observations. Donc, la personne qui fait remonter les observations, qui ne fait pas partie du cercle supérieur à la base, et ben, quand elle est dans le cercle supérieur, elle fait partie du cercle, elle vaut autant que les autres. Et la personne du cercle supérieur, quand elle descend dans le cercle du bas, sa voix vaut autant que celle des autres. Voilà. Il y a l'élection sans candidat, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par se connaître, il y a une mission, il y a une fonction au sein du cercle, on va dire une telle personne, je pense qu'elle est la mieux placée pour remplir cette fonction. Et c'est vrai que si au sein d'un même groupe, on demande des candidats et qu'on fait l'élection sans candidat, eh ben on peut s'apercevoir que la personne qui va être élue
ne s'est même pas présenté. Parce que la personne la plus à même de remplir la fonction n'est pas forcément la personne qui va dire « moi, je veux le faire ». Et en plus, pour être élu, on sait jusqu'à quel extrême on est prêt à être... Bon. L'élection sur candidat. Et puis, pour moi, j'appelle ça la recherche de consensus. Je trouve ce mot très important. Sinon, on appelle ça la décision par consentement. Parce que quand on n'a pas le consensus, on cherche à atteindre le moment où il n'y a plus aucune objection à la proposition. Il n'y a plus personne qui dit moi, je ne peux pas, non, ça ne me convient pas, et je pense que ça n'ira pas, ça ne pourra pas avoir la fonction que ça prétend avoir. La proposition ne pourra pas être tenue, parce que ceci, cela. Alors on lui demande soit de faire une contre-proposition, soit on lui explique, ben si, ça pourra le faire. On peut réexpliquer la proposition, on peut amender la proposition, on peut participer à l'amendement, on dit bonifier d'ailleurs, on peut participer à l'amendement de la proposition. Ça peut sembler long, surtout ça peut être long même dans les premières fois qu'on fait ça, ou quand ce sont des questions, des sujets qui touchent personnellement. Néanmoins, au bout d'un certain temps, on commence à prendre le pli et les prises de décision sont beaucoup plus rapides. Néanmoins, si on ne le fait pas, on risque d'avoir des objections qui ne sont pas dites, comme je parlais tout à l'heure pour les enfants, par exemple, qui veulent Disney World ou Land. Si une objection n'est pas dite à propos d'une proposition, elle va rester dans la personne et elle va moins défendre la proposition. Alors si au moins il n'y a pas d'objection, on repart tous dans nos services, on repart tous dans notre vie, on repart tous dans notre fonction, et on va défendre la proposition, on est pour la proposition, d'autant plus s'il y a eu consensus. Alors consensus, on se dit, mais c'est difficile à avoir. Moi j'ai envie de dire, des consensus, il y en a beaucoup en fait, mais on ne les appelle pas consensus. On ne se dit même pas que c'est une prise de décision. C'est au quotidien, des toutes petites décisions qu'on va prendre très rapidement, au consensus. C'est plus difficile à avoir sur des grosses décisions. Mais prenons conscience qu'il y a beaucoup de consensus en fait au quotidien. Permaculture et finance, oui. Même en finance, on peut prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, partager équitablement. Donc il y a les sels, notamment, qui participent de ça. Il y a les monnaies locales et complémentaires. Les sels, c'est les systèmes d'échange locaux. On va échanger une heure contre une heure. On gagne des points pour une heure qu'on donne, on perd des points pour une heure qu'on consomme. Permaculture et bâtiment, donc évidemment en permaculture, quelqu'un qui a une surface et qui va construire sa maison, il ne va pas faire du parpaing, de la laine de verre et tout ça. Il va essayer de penser chaud, terre crue, paille porteuse ou structure bois. Il va penser Carter, Yurt, Earthship. Alors, le Earthship, c'est un cas particulier parce qu'il y a beaucoup fait de recyclage. On va trouver, par exemple, dans les Earthship, si on y tient, il y a plusieurs dimensions Earthship. Donc, il y a la dimension architecturale et la dimension matériaux. Au niveau des matériaux, on risque de retrouver des pneus usagés. C'est une façon de les utiliser, d'après ce qu'ils disent. Moi, j'avoue que mettre des pneus pour faire tout un mur, après, ça peut être enduit. Hein. Et il paraît que quand ils sont enfermés, ils perdent pas, ils se dégradent à l'air libre et donc ils polluent l'air. Mais une fois enfermés dans le sol, ils ne polluent plus. Bon, c'est ce qu'on dit. Et puis, c'est vrai, ça, je l'admets bien. Il faudrait leur trouver une utilité quand même. Bon. Permaculture et technologie, on va penser outils manuels, outils réparables, technologie appropriée. Appropriée, pas dans le sens où vraiment cette technologie est appropriée à ce que je veux en faire, appropriée dans le sens où je me la suis appropriée. C'est-à-dire je peux la réparer, je peux construire, je peux réparer. Notamment les éoliennes Pigot. C'est un type d'éolienne qui a été pensé par un monsieur sur 40 ans d'expérience, de tâtonnement, et finalement il a fait une éolienne qu'on peut fabriquer à la maison. J'ai demandé à la personne qui nous faisait le stage, lui il mettrait 30 jours à la faire tout seul.
Nous, on l'a faite en 5 jours pendant un stage, avec quelqu'un qui savait les faire, et à une dizaine de personnes. On en a fait une. Donc on peut, il y a plusieurs associations en France qui partagent, qui font des formations sur l'éolienne pigote. On a fait jusqu'au pas, là. C'est intéressant. Bon, par contre, on achète des aimants qui sont faits en terre rare, des monéodymes, mais il n'y a pas d'éolienne sans aimants en néodyme. Voilà. Et il y a encore d'autres enseignements à prendre. Moi, c'est pas ma partie préférée, la technologie. Enfin, j'ai fait mes diplômes dans la société, c'est maintenance des systèmes mécaniques de production, maintenance des équipements agroalimentaires. Donc les technologies, voilà. Donc moi, je préfère l'agriculture naturelle, par exemple, qui a été mise au point par Masanobu Fukuoka, qui est un des précurseurs de la permaculture aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle La Révolution d'un seul grain de paille. Et c'est ce livre, moi, qui m'a amené à la permaculture. C'était mon illumination par rapport à tout ça. Et en fait, j'étais attiré par le mot révolution. À l'époque, ça me parlait beaucoup. Et en fait, ce que je retiens du livre, c'est les brins de paille. Parce que c'est vraiment ça qui est important, effectivement, c'est le brin de paille. Maintenant, quand je marche et je vois des feuilles mortes sur un trottoir, je dis, ah là là, la manne que c'est, j'ai envie de revenir chercher tout ça pour pouvoir le mettre sur une terre, et puis, parce que c'est vrai, c'est vraiment de la manne, quoi. L'agriculture naturelle, donc ça revient à cette idée-là, plus on interagit, plus on risque de faire des bêtises, et surtout notre volonté de contrôler la nature et de vouloir lui faire ce qu'on aimerait qu'elle fasse, ben c'est vraiment de la perte d'énergie et c'est s'assurer beaucoup de déboires. Bientôt l'énergie, on va vraiment en manquer. Alors il y a des permaculteurs qui se permettent de prendre des pelleteuses, des tracteurs. C'est pas grave en soi en fait. Ils le pensent, ce sont des permaculteurs un petit peu avancés. Ils l'utilisent en pensant à un aménagement du territoire qui leur permettra de ne plus jamais utiliser l'essence. C'est-à-dire, ils vont faire par exemple des baissières le long des courbes de niveau. L'eau, elle s'écoule toujours perpendiculairement. Voilà, je sais, je voulais en parler, mais ce sera dans l'eau. L'eau s'écoule toujours perpendiculairement aux courbes de niveau. Si on creuse une rigole horizontale le long d'une courbe de niveau, on s'assure que l'eau arrive et stagne et pénètre dans la terre. Si on fait une rigole perpendiculaire, on s'assure que l'eau rentre sur le terrain, quitte le terrain. Alors c'est vrai que moi j'ai 43 ans maintenant, toute une partie de ma vie, je n'étais pas du tout conscient de ça. Je pouvais voir les champs tels qu'ils sont, ça ne me gênait pas. Maintenant, je vois des champs plantés perpendiculairement à la courbe de niveau et arrosés. Je trouve ça aberrant. Si la personne plantait parallèlement à la courbe de niveau, il n'aurait peut-être pas besoin d'arroser. On en parlera tout à l'heure. Il y a la biodynamie, le maraîchage sur sol vivant. Alors ça, c'est une association. Ils ont un site internet plus ou moins intéressant, mais une chaîne YouTube fournie. Il y a des cours sur le sol vivant très, très, très intéressants. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans chacune des vidéos, mais c'est vraiment très intéressant. Très bien. Il y a une autre association, Technique culturelle simplifiée. Alors j'ai entendu que ça c'est plus pour les grandes surfaces. J'ai entendu dire quelqu'un que technique culturelle simplifiée pourrait l'appeler technique culturelle complexe. Parce qu'en fait, c'est quand même assez dur de changer de paradigme et de passer. Ça s'adresse à des agriculteurs qui faisaient les techniques culturelles vraiment pour le coup simplifiées. Tu mets de l'engrais, tu mets du pesticide, tu mets de la graine, ça pousse. À passer à ce qu'on appelle TCS. Alors là, c'est plus pareil, il faut penser l'engrais vert, passer au bon moment, semer dans la plante. Et là, ça devient compliqué pour eux, quoi, de pas retourner le sol.
expliquer. Voilà, merci. Donc ça, c'était concernant la permaculture. Je ne sais pas quel temps on a. On va passer à des questions. Ouais. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder la piscine d'eau, mais Ou alors en courant. puis après, on a prévu quand même d'aller au jardin pour présenter les travaux de l'association, les jardiniers. Donc, présenter un peu ça là-bas. Et puis on a prévu un petit pot là-bas pour vous remercier de votre présence. Donc, on ouvre peut-être les questions. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des besoins de compléments? J'en aurais une. Oui. Je viens d'acquérir une maison. Il y avait une floue, si on peut appeler ça, et je voudrais faire de permaculture là-dedans. J'ai commencé à faire des. Je voudrais savoir exactement comment commencer. Parce que j'ai commencé, mais je ne sais pas si c'est bien. Alors, j'ai observé avant de commencer. Regardez quelles plantes poussent sur votre terrain. Ouais. Naturellement, sans que vous ayez rien à faire. Essayez de savoir si elles sont nourricières. Par exemple, l'ortie est nourricière, le pissenlit est nourricier. Enfin, il y a des tas de plantes, on ne sait pas. La mauve est nourricière. Je n'ai vu une juste au point là en venant. La mauve est nourricière, on la met dans la salade, on fait des choses, on fait des sirops avec les fruits, enfin les fleurs. Et ça vous dira des choses sur l'état de votre sol en dessous, sur ce que vous pouvez faire en vue de l'améliorer, si tant est qu'il y ait besoin de l'améliorer. Si on peut nous améliorer les choses. En tout cas, on peut les rendre plus conformes avec nos attentes. Si vous voulez faire pousser des légumes, ce qui se passe, c'est que quand on fait pousser des légumes, et surtout quand on prend les fruits des légumes, on exporte des choses. Donc on est obligé de fertiliser un potager. J'aurais aimé que ça existe la non-fertilisation du potager, mais c'est pas possible, sinon le sol va s'épuiser. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le rendre conforme à la culture de ce que vous voulez cultiver? Les plantes qui sont là vous diront, par exemple, si vous voyez du liseron, le liseron des haies vous dit qu'il y a des sulfites dans le sol, et ça, c'est pas bon du tout. Le liseron des champs vous dit qu'il y a des sulfates, et ça, c'est bon. Donc, liseron, c'est pas forcément mauvais d'emblée, quoi. Le liseron, il est là pour résoudre un problème, il y a quand même un tassement du sol. Donc lui, avec ses racines, il va faire des galeries. Comme il meurt en hiver, ses racines meurent, il y a des galeries dans le sol. Vous verrez peu de vers de terre, notamment les anéciques, dans un sol où il y a du liseron. Parce qu'il essaie de remplir la fonction qu'aurait le ver de terre s'il était là. La terre demande à être aérée. Donc l'un des trucs pour ne plus avoir de liserons, c'est de remplir la fonction d'arriver à avoir un sol aéré. Comment l'avoir? À l'automne, on met du compost. Même pas mûr complètement, tant mieux. Et on met des feuilles par-dessus. Et si on peut, on va essaimer avec des vers de terre, des anéciques. Il y a les vers de terre qui vivent en surface, les épigées, ceux qui vivent verticalement, les anéciques, ceux qui vivent au fond, les endogés. Ceux du compost sont les épigées. Comment avoir des anéciques? On prend 10 litres d'eau dans un arrosoir, on vide de la moutarde dedans, typiquement 2 petits pots. On tombe, mais on tombe à ras, pour pas que les vers de terre puissent se cacher trop. Et on arrose, les vers de terre ne supportent pas trop, ils sortent, on récupère. On a préparé un petit truc pour les rincer avec de l'eau, de la terre bien humide, et puis on les met dedans, et ils vont se rincer là. Ça c'est le truc le moins invasif, sinon on retourne la terre. Donc on met ces vers de terre, on met notre compost, on met des feuilles. J'adore les feuilles. En fait, les vers de terre, leur période de vie, enfin, c'est toute l'année, mais en été, ils hivernent, en été. Et c'est trop sec. Donc ils vont au fond de la terre, et ils se mettent en hibernation, en stase. Quand l'automne arrive avec les pluies et les feuilles mortes, il y a des jus qui vont jusqu'au fond, jusque là où ils sont, et ils captent ça, ils disent qu'il y a à manger en haut, ils remontent. Et ils commencent là.
à brasser la terre. Et ils brassent beaucoup la terre. Voilà. Pour avoir un sol aéré. Je suis un peu déçue parce que vous avez l'air de dire qu'il ne faut pas toucher à la terre. J'ai entendu par les gens qui veulent se lancer sur des potagers permaculture et qui ont l'air de décaisser et faire des strates de bois mort, de feuilles mortes. C'est différentes techniques en fait. Oui. Mais vous, c'est plutôt... Alors la butte, il y a 3 types de buttes, mais on n'est pas obligé d'en faire. En fait, la butte, pareil, elle a une fonction. Si on est sur un sol vraiment au ras d'un fleuve, avec vraiment, parfois même inondé, mais en règle générale gorgé d'eau. Faire une butte, c'est très intéressant parce qu'on va mettre une partie du sol hors d'eau, et même hors inondation. Donc c'est intéressant. Si on est sur un endroit qui a un climat assez sec, et qu'on fait une butte, comme elle a une prise de vent plus grande, les plantes vont sécher plus vite encore. Là, c'est vraiment une mauvaise idée. Il eût mieux fallu faire un creux pour que quand il pleut, l'eau stagne là, que beaucoup d'éléments stagnent là. Dans les pays secs, on va plutôt travailler en creux qu'en butte, à moins de faire une butte auto-fertile. Alors là, on décaisse, on met du bois vraiment très, très abîmé, on place tout ça, puis on fait par-dessus une butte sandwich ou lasagne. Je vais en parler juste après. Et puis on plante là-dedans. Ça a une durée de vie de 15 ans, d'après Philippe Forer. Moi, je pense qu'on peut faire ça pour accélérer la création d'humus et de vie dans un sol. Mais après, on laisse comme ça, on ne refait pas tous les 15 ans. Je pense que la personne qui le refait tous les 15 ans cherche la performance. Il y a aussi encore, pour certains, une recherche de performance. Je ne suis pas dans ça. Alors la butte lasagne, c'est un type de butte qu'on peut faire sur le parking, sur une terrasse, sur un sol massacré. On va alterner des couches de carbone et d'azote, comme quand on fait le compost. Par-dessus, on va mettre un petit peu de terre ou du compost bien mûr pour pouvoir planter facilement dedans, parce que sinon on est dans un mélange pas facile. Et puis on paille évidemment. Et alors ça, la première année, vous mieux mettre des plantes qui aiment bien le compost, type pommes de terre, tomates, courges, courgettes. Et puis d'année en année, on va fabriquer de la terre à cet endroit-là, avec à base de carbone, matière carbonée, matière azotée. Ça parle à tout le monde? Non. Alors les matières carbonées sont dures, brunes, sèches et carbonées. Les matières azotées sont molles, humides et vertes. Alors il y a des arbres qui vont nous donner des feuilles plus azotées, des arbres qui vont nous donner des feuilles plus carbonées. Le chêne par exemple, c'est une feuille dure, carbonée. Le bouleau, c'est une feuille toute fine, toute azotée. D'ailleurs, il se trouve que dans l'évolution des plantes, le bouleau arrive avant le chêne. Il prépare le terrain pour le chêne. C'est une chose intéressante à avoir en tête, la succession végétale. La terre, avant, c'était un caillou. Il n'y avait même pas des déserts, il n'y avait pas de sable. C'était un caillou, petit à petit, ça a été colonisé par la vie. Les lichens, les mousses, sont arrivés des animaux qui mangent ça, ils ont fait des cacas, ainsi de suite. Et de fil en aiguille, les bactéries ont attaqué la roche, les champignons ont attaqué la roche. C'est de là que vient l'argile. L'argile, c'est de la roche dégradée. Petit à petit, la terre et les arbres donc on finissent par profiter parfois de mètres de terre se fabriquer par la vie. Donc il y a une succession, et ce qui est assez dommage, choquant quand on connaît ça, c'est d'arriver dans les champs actuels où on fait pousser les plantes qu'on va manger et de voir que ce qui pousse naturellement au-dessus, c'est de la mousse. En fait, des fois pour provoquer, je dis tu veux faire un bond en arrière de plusieurs millions d'années? Regarde. Là, on est retourné quelques millions d'années en arrière. L'humanité n'a que 300 000 ans. Enfin, au maximum. Quoi. Donc, on crée méthodiquement, industriellement,
les conditions de notre non-vie, d'avant notre apparition. On pourra peut-être moins apparaître après, plus tard, mais... Vous avez parlé de l'importance des champignons, là, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans un potager, par exemple? Alors, notamment en ne retournant pas le sol, c'est pour ça que moi c'est mon truc, en le nourrissant avec, en posant des choses sur le sol. Tous nos déchets, en les remettant au sol. Parce que lui, sa fonction, comme la limace, c'est de manger les déchets végétaux, enfin ce qui est mort. Donc il va manger ce qui est mort et carboné notamment. Parce que il y a la cellulose, la lignine. La lignine, c'est la molécule du bois. Elle est très difficile à dégrader. Il y a peu d'animaux, peu de bactéries qui arrivent à le faire. Le champignon est un spécialiste de ça. Donc si on met de la lignine, on a de fortes chances de voir arriver du champignon. Pour le favoriser, donc, on peut mettre des plantes qui pratiquent ce qu'on appelle la mycorhize. 80% des plantes pratiquent la mycorhize. La mycorhize, c'est que les plantes laissent les champignons pénétrer dans leurs racines, voire jusque dans la cellule. Et à cet endroit-là, ils vont échanger de l'eau qu'apporte le champignon et des minéraux qu'apporte le champignon avec des sucres qu'elle crée. Donc avoir des plantes qui mycorhizent, c'est favoriser le champignon mycorhizé. Il y a quelques plantes qui ne pratiquent pas la mycorhize et qui sont intéressantes aussi au début. Parce que tant qu'on n'a pas le champignon, les plantes qui mycorhizent, il leur manque un petit quelque chose. Et surtout pour favoriser la mycorhize, il y a engrais et pesticides à ne pas mettre, évidemment, surtout pas fongicides. C'est-à-dire que les premières années, le mildiou et l'oïdium, c'est pour nous. Puisque si on ne traite pas avec la bouillie bordelaise, en vue d'avoir du champignon, eh ben, on se les prend. Mais si on traite avec la bouillie bordelaise, on n'aura jamais le champignon mycorhizien parce qu'il est beaucoup plus fragile encore que le mildiou et le... Mais au final, il apporte quoi le champignon au final dans le milieu? Ça amène quoi d'avoir les champignons? La mycorhize. Ouais. Quand une plante se connecte à un champignon, elle multiplie par 1000 sa surface d'exploration du sol. Donc elle résiste beaucoup mieux à la sécheresse. Dans la gestion de l'eau, j'allais vous proposer de ne pas arroser. Si vous n'arrosez pas, votre plante va déjà chercher à développer un système racinaire qui va aller beaucoup plus profond. Si vous arrosez régulièrement, elle garde des racines en surface, ça lui suffit amplement. Si vous arrosez pas et qu'elle est connectée à un champignon, le champignon, lui, il va chercher l'eau partout. Parce que s'il ramène de l'eau à la plante, elle lui donne du sucre. C'est plus facile pour lui d'échanger de l'eau avec la plante que d'aller dégrader du carbone. Pareil, il veut que les plantes vivent. On se dirait entre champignons, il pourrait favoriser le mildiou. Non, il favorise la plante parce que le mildiou, il n'échange rien avec les champignons. Donc il a intérêt à ce que la plante survive. Et il va lui ramener les minéraux qu'il lui faut. Et il augmente en fait l'immunité de la plante. Et même c'est énorme parce que la plante est connectée au champignon. Le champignon est connecté à un autre champignon qui lui est connecté à une autre plante. Parce que chaque plante a ses champignons préférés. Il se peut que plusieurs plantes aient les mêmes champignons préférés. Mais de toute façon, tout ça fait un grand réseau souterrain. Toutes les plantes sont interconnectées. Sauf celles qui vraiment ne veulent pas faire de mycorhize. Il y a les chénopodiacées, le petit amarantacées notamment, qui sont susceptibles de se passer de la mycorhize, mais qui peuvent la faire. Les légumineuses, ou autrement dit fabacées, sont susceptibles de se passer de la mycorhize, mais peuvent la faire. Et là, c'est génial, parce qu'elles font de l'azote, elles passent l'azote en surplus aux champignons. Le champignon va filer l'azote à nos autres plantes. En fait, personne ne vit seul. Enfin, isoler un humain, c'est pas pour rien que c'est une punition dans notre société. Mais alors, si on les isolait dans des portions de forêt, ce serait plus qu'une punition, c'est une condamnation à mort. On ne peut pas vivre seul. Et les plantes ne vivent pas seules. Elles vivent en harmonie avec des champignons, des bactéries, des protozoaires et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment, c'est une chaîne, c'est un cercle, c'est vraiment des associations perpétuelles.
Mais je suis content là, parce que j'aime bien, j'ai vraiment envie de parler de la mycorhize et j'aurais presque réclamé une question sur la mycorhize. Alors, d'expérience, la première année, si on obtient un sol comme ça, je me suis fait mal sur le mur, pour vous dire. On a un sol comme ça, si on ne fait rien, on va vraiment attendre longtemps avant que... Parce que la nature, elle a son rythme. Alors, je propose la grelinette. La grelinette, et puis mélanger au sol exprès des déchets végétaux. C'est-à-dire quand on peut... dans les villes, il y a beaucoup d'endroits où il stagne de l'humus. C'est-à-dire les feuilles qui ne sont pas ramassées à l'automne. Elles sont là, elles sont dégradées petit à petit, et ça fait un petit truc noir comme ça. Là, ça c'est du bon pour nos jardins. On peut récupérer ça, et puis c'est plein de petits déchets, ben, c'est très bien, ça fait de la nourriture, et ça va créer une structure au sol, qui va laisser l'eau rentrer plus facilement. Et les champignons vont aussi trouver un chemin plus facilement. Donc la première année, et une bonne fois pour toutes, on peut faire une petite aération du sol à la grelinette, voire mélanger la partie superficielle du sol avec de la nourriture pour les plantes, de la nourriture pour le sol, et puis bien pailler ça pour être sûr que ça se retasse pas. Parce que ce qui tasse, c'est, regardez, vous prenez de la farine, vous mettez dans un verre, et vous mouillez ça. Vous laissez sécher. Alors, si vous faites ça avec du sable, déjà, vous retournez le verre, le sable tombe. Vous mouillez, vous laissez sécher, le sable tombe. Déjà, il y a une structure qui laisse passer l'eau. Si on enlève tous les cailloux, toutes les racines, des mauvaises herbes, et tout ce qui est un petit peu gros, qu'on en fait une farine de notre sol, il est mouillé, il sèche, et là, les plantes, elles font des racines comme ça. Parce qu'elles ne peuvent pas faire comme ça. Surtout si, par exemple, comme moi, vous mettez par-dessus bien de la matière organique, ça se décompose, ça fait un super sol sur ça, là, les plantes, elles restent là. Elles n'ont pas intérêt à plonger. Alors pour pouvoir ne pas arroser, c'est bien plus difficile. Parce qu'il faut qu'elle puisse aller profondément quand même. L'arbre est intéressant pour ça aussi. Les roses et les ronds favorisent beaucoup les champignons mycorhiziens, qui sont compatibles avec le maraîchage, avec le jardin potager. Comme il est déjà midi et que vous vous demandez ce que c'est qu'une grelinette, on va pouvoir faire une transition toute trouvée. Ce qu'on va pouvoir faire, donc Pascal Fourier, qui est le porteur plus particulièrement du projet dans l'association, va pouvoir, et puis on est d'autres à pouvoir en parler aussi, on va vous proposer d'aller jusqu'au jardin. On a une grelinette, donc on va pouvoir vous montrer ce que c'est qu'une grelinette, et puis on va pouvoir continuer à discuter autour de ce projet et autour de la permaculture. Encore merci beaucoup, et on va continuer.